Bonsoir, je suis ravie de vous recevoir au nom du Book Club le matin, du Sofitel et de la librairie Porte d'Enfa pour la continuité de nos escales littéraires en marge du Salon du Livre de Rabat. Je suis ravie de vous recevoir, Amina Msnaoui. Et je tiens à vous présenter Patricia qui a fait ce magnifique livre sur ce jeune Marocain prodige. C'est une très bonne chose. Donc Patricia va vous parler de lui plus amplement et vous présenter le livre. Et puis ça sera Fabien Beaumont qui présentera le livre. Bonsoir à tous. Eh bien écoutez, je faisais remarquer à Emilia que c'était le monde à l'envers, les hommes assis, les femmes debout. Mais c'est juste pour une plaisanterie. Donc, Patricia de Feuvert, je dirige une maison d'édition qui s'appelle Langage du Sud, j'ai créé à Casablanca il y a 12 ans. Et donc, nous avons, aujourd'hui, on va vous présenter donc Fabien Beaumont, qui est auteur de ce livre, qui est Souleymane Zanfari, né pour la course. Moi, j'ai rencontré ce jeune garçon, Souleymane, pour la première fois, il avait 5 ans. Il était déjà dans une voiture. Et c'est comme ça, et on vous racontera son histoire, mais c'est un peu comme ça que ça a démarré. Et aujourd'hui, c'est le jeune prodige, effectivement, marocain. Il vient de gagner beaucoup de choses au Moyen-Orient, des courses, donc il est vraiment en train de marquer des points et surtout de me montrer le Maroc et la fierté d'être marocain partout dans le monde. Fabien, donc qui est l'auteur de ce livre. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce que Fabien Beaumont est d'abord un passionné de sport, un passionné de cinéma, et c'est un garçon qui écrit depuis des années sur le sport. Il vient de sortir un livre sur, je sais que c'est pour vous, Kylian Mbappé. Et donc, il vient de sortir un livre là. Il sort des livres régulièrement sur toutes sortes de sports, sur les Coupes du Monde, donc il s'est intéressé à Fabien, effectivement, comme il s'intéresse aux autres sports. Voilà. Et à Souleymane, pardon, j'ai dit à Fabien, tu vois. À Souleymane. Alors, malheureusement, Souleymane n'est pas là aujourd'hui parce qu'il court. Il est en Autriche, je crois. Donc voilà. Donc, je passe la parole, à Pape Mengue, qui est éditeur délégué chez Langage du Sud, et à l'auteur Fabien Beaumont. Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour la présentation de ce beau livre sur un sport automobile qui est très peu connu au Maroc, qui se développe de plus en plus et qui a la chance d'avoir ce jeune prodige Souleymane Zanfari, qui est marocain, qui représente aussi tout le Maghreb, et qui gagne de plus en plus de courses à travers le monde. Ces 2 dernières victoires, c'était à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc, on le félicite. Je vais laisser la parole à Fabien, déjà pour qu'il se présente et qu'il nous parle un peu de ce projet de beau livre, comment ça a été entamé, de la jeunesse de ce projet et de son expérience avec Souleymane. Bonjour à tous. Alors en fait c'est un livre qui a eu une lente éclosion parce que je suis sur ce projet depuis 2019. Souleymane Zanfari est né en 2005, donc à l'époque il avait 14 ans et il avait fait juste avant 9e des championnats du monde de karting de sa catégorie d'âge. Ce qui était complètement inédit pour un pilote marocain ou même africain, sur les plateaux, sur les circuits, dans les paddocks, comme on dit dans le jargon, il n'y avait à l'époque qu'un seul représentant de ce continent. Et donc on s'était dit avec Patricia de Feuvert que c'était l'occasion il se passait quelque chose. Donc le projet est né de faire ce livre et il devait tout casser au championnat du monde de l'année d'après en 2019. Et il a complètement raté une des courses, une des manches. Et il a terminé, je ne sais plus, dans les 20e places. Et donc c'est le risque de faire des livres sur le sport, c'est qu'on ne peut pas prédire le sport. Il y a ce qu'on appelle, c'est un cliché, mais la glorieuse incertitude. Et donc on s'est dit, plutôt que de arrêter là le projet, on va le faire sur le long terme. Et donc moi j'ai pu suivre Souleymane Zanfari de ses 14 à ses 18 ans maintenant. Il aura 19 ans en juillet. Et voir son passage sportivement du karting, qui est les catégories de jeunes, à la Formule 4, puis à la Formule 3 dans laquelle il court maintenant,
Je l'ai aussi vu devenir un adulte, puisqu'il est passé de 14 à 18 ans. Et c'est un bouquin qui était assez chouette à faire parce que j'ai voyagé avec lui. Donc pour ceux qui l'ont entre les mains, vous verrez que je raconte des scènes qui se passent au championnat du monde de karting en Finlande. Alors au nord de la Finlande, à des endroits où peu de Marocains se rendent habituellement, parce que pour y aller, faut prendre un avion jusqu'à Helsinki, vous prenez un deuxième avion, vous arrivez dans un petit aéroport au nord de la Finlande, où il y a, c'est un aéroport, vous avez une maison et quelqu'un qui loue des voitures, vous prenez une voiture, vous faites 1h30 de route, et là vous arrivez sur un circuit où, sorti des forêts finlandaises, des tas de gens viennent assister à des compétitions de sport automobile qui est une passion nationale, et au milieu de ça, il y a le drapeau marocain qui flotte sur les mâts, puisque Souleymane est là. Donc c'était assez amusant. Je suis allé aussi avec lui au Mans, en France, bien sûr, dans sa famille à El Jadida, puisqu'il a grandi là-bas, sur l'Atlantique, et ou à Barcelone, sur le circuit de Catalogne. Donc c'était une chouette aventure, étonnante. Et moi, en tant que journaliste, j'ai eu l'impression je me dis que s'il devient, ce qui est possible, ce qui est évidemment pas sûr, s'il devient le premier pilote marocain à évoluer en Formule 1, ce qui est possible, il serait aussi le premier arabe à piloter en Formule 1, le premier musulman à piloter en Formule 1, et le premier africain depuis Jody Scheckter, qui a été champion du monde de Formule 1 en 79. Personne ne se souvient de lui, si peut-être, mais qui était sud-africain, donc c'est quand même un autre milieu, voilà. Et donc j'ai eu l'impression que si j'ai assisté à ça depuis le début, ce sera une expérience formidable, et les gens qui liront ce livre, ils assisteront à cette éclosion. Si on revient un peu sur cette expérience de Souleymane Zanfari qui a commencé avec le karting pour aujourd'hui se retrouver dans une monoplace, est-ce que tu peux nous parler un peu de son expérience en karting? Pour nous les profanes, que tu puisses nous expliquer un peu ce que ça implique, parce qu'on ne se rend pas compte de l'effort physique et mental que cela représente d'être dans ces voitures-là. Comment toi tu l'as vécu avec Souleymane Zanfari? Alors, il a commencé vers les 7-8 ans la compétition internationale, ça veut dire être sur des circuits en Italie avec la météo qui est pas prévisible, et c'est une fois d'empoigne, c'est-à-dire que tous les compétiteurs veulent gagner, tous imaginent qu'ils vont être le nouveau champion du monde. Et c'est très, très difficile de les discipliner parce que, rappelez-vous, messieurs ou mesdames, si vous jouiez du foot, au foot dans la cour de récréation à 8 ans, vous n'étiez pas disciplinés. Et là, ils sont indisciplinés à cet âge-là, sauf qu'ils peuvent aller à des vitesses qui sont délirantes. Au début, à 8-9 ans, ils vont déjà atteindre des 90 km/h, des choses comme ça. Moi, quand je l'ai rencontré, Souleymane, il avait 14 ans. C'est la première compétition où je le vois, c'est sur les championnats d'Europe de karting 2019 au Mans. Et là, on va à 120 à l'heure. Et c'est peut-être ce qui m'a frappé, Pape, c'est effectivement l'aspect physique. C'est-à-dire que ils enchaînent les tours de qualif, et puis après il y a des manches. Et vous voyez leur visage d'adolescents se marquer, se durcir, se salir aussi parce que il y a toute la poussière, et à la fin de la journée, tous ces gamins qui vivent de leur passion, donc on va évidemment pas les plaindre, ils ressemblent à des pilotes de l'air de la Première Guerre mondiale, avec de la gomme brûlée mêlée à de la poussière, à des fragments de toutes choses qui sont promenés sur la piste, et ils sont épuisés, ils sont déshydratés, et c'est assez fascinant de sentir, de voir cette fatigue les gagner, et eux qui essayent de la surmonter sans se plaindre jamais. D'accord. À travers cette expérience de Souleymane Zanfari que tu racontes dans ce livre,
quels ont été ces moments que tu as partagés avec ce pilote qui ont été très marquants et que tu racontes dans le livre à travers les différentes courses? Faut dire qu'il y en a eu énormément, que tu l'as suivi à travers le monde, si je peux dire. Quels ont été ces moments, et tu l'as vu grandir également, quels ont été ces moments marquants que tu as partagés avec Souleymane Zanfari? Alors, il y aurait deux catégories de souvenirs. Il y a les souvenirs sportifs. Je vais juste continuer sur la vitesse, parce que c'est quand même ça, l'ivresse qui s'empare de quiconque s'intéresse à la course automobile. Si je vous dis 240 et 15, je parle de km/h et de l'âge auquel on peut, en F4, commencer à foncer à cette vitesse-là. Et donc, je vous assure, quand vous voyez des gens de 15 ans qui vont à 240 km/h, moi, j'ai 2 fils qui ont aujourd'hui 23 ans, mais jamais je leur aurais confié un volant avec la possibilité de rouler à 240 km/h quand ils avaient 15 ans. Et donc, ça, c'est quand même assez étonnant de voir ces gamins assumer des risques dingues, parce qu'ils courent sur les mêmes pistes, exactement les mêmes qu'en Formule 1. Donc là, par exemple, Souleymane est sur le Red Bull Ring en Autriche, comme il était il y a 3 semaines à Spa-Francorchamps en Belgique. Donc ça, c'est quand même des choses assez fascinantes. Je suis pas un spécialiste du sport automobile. Je connais très très bien l'univers du sport, mais c'est la première fois que je faisais un livre sur l'univers du sport automobile, ce qui était intéressant parce que ça me permettait de faire un livre qui est compréhensible par tout le monde, parce qu'au début je comprenais pas ce que me disaient les gens, parce que c'était trop technique. Je leur disais, expliquez-moi, et comme ça je pourrais l'expliquer. Donc c'est l'intérêt de pas être un spécialiste. Mais on se laisse quand même gagner par cette espèce d'ivresse de la... Je pensais pas y succomber, mais quand vous avez les moteurs qui tournent, l'odeur d'essence, et ces mecs qui mettent leur visière, qui sont des gamins ou des gamines, parce qu'il y a aussi quelques jeunes filles, vous avez l'impression d'un truc qui touche à plein de figures mythologiques. Et voilà, donc ça c'est un premier registre de souvenirs. Et j'ai d'autres souvenirs liés au fait que Souleymane, qui est marocain, est complètement unique. Faut bien comprendre ça, que tous les autres, ils sont italiens, hollandais, russes, il y a quelques thaïlandais, mais de ce continent, il est le seul. Et donc j'ai assisté à des conversations incroyables où des Américains de son âge du Texas lui demandent mais comment ça se fait que tu ne sois pas noir alors que tu es africain? Il faut imaginer que les Américains ont une vision de la géographie assez baroque. C'est vrai qu'il y a un roi dans ton pays. Enfin voilà, c'est assez marrant. Et Souleymane, qui est quelqu'un de très doux, très paisible au quotidien, n'est-ce pas, Patricia, n'est-ce pas, vous le connaissez, qui est pas du tout un fou furieux, répondait très gentiment, avec beaucoup de patience. J'ai un souvenir aussi marrant en Finlande où je suis avec son équipe, avec beaucoup de Marocains, et on est donc dans ce coin perdu où il y a un restaurant qui est au milieu d'un centre commercial hyper moche, où on mange très très mal. Enfin, c'était le seul endroit où on pouvait manger au milieu de ces forêts finlandaises. Et à un moment, on est dans les rayons du supermarché. Je suis avec l'équipe de Souleymane et quelqu'un me dit mais c'est quoi ça? Je dis c'est du renne. Apparemment, ils vendent du renne en tranches. Et le mec me dit mais tu crois que nous, les musulmans, on a le droit de manger du renne? Je dis, comment tu veux que je le sache, moi? Mais donc, c'est des moments assez étranges que Souleymane a vécu et qui l'ont construit, ce jeune homme qui a vécu une vie différente. Il n'y a pas un autre Marocain de 18 ans et demi qui puisse raconter ce que Souleymane peut raconter. Donc ça, c'était des moments assez chouettes. Ouais. Alors, si on reste sur les paddocks, on sait que les courses automobiles, que ce soit en F1, en F2 ou même en F3, impliquent de beaucoup voyager, impliquent d'aller dans plusieurs pays du monde. Toi, dans ces coulisses-là, des paddocks qui se montent, qui se démontent, comment tu as vu Souleymane? Comment se mêle-t-il à cet environnement-là? Et qui est-il avant de monter dans une monoplace? Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement bien élevé, bien éduqué, qui fait de très bonnes études. Il a eu le bac français par correspondance l'année dernière. Là, il est étudiant
par correspondance en première année de l'école EM Lyon, qui est une des grandes écoles de commerce françaises, la 5e, je crois. Et parfois, sa bonne éducation tranche. Parce que tout le monde n'est pas forcément un gentleman à cet âge-là, et donc il est très apprécié pour sa bonne éducation, par les valeurs qu'il transmet, par son côté extrêmement paisible, joyeux, voilà. Il a assisté à des choses compliqué parce que c'est du sport de compétition, c'est du sport qui coûte cher, hein, c'est des gros investissements. Donc il y a beaucoup d'enjeux de pression sur les gamins. J'ai un souvenir de l'avoir vu sur un circuit de karting, hein, par exemple. Souvenir très, très précis, je crois que c'est pas dans le livre, je suis désolé, mais où en Finlande, il réalise des passements très brillants sur un autre gamin qui est italien, sicilien, et presque un peu humiliant pour le gamin parce que voilà, normalement Suleiman n'avait pas la place de passer à cet endroit-là, l'autre fait une erreur et zoup, en une seconde c'est fini, il est 10 mètres derrière. Et à la manche suivante, ce gamin mal élevé, dont je n'ai pas le nom, donc voilà, balance Suleiman dans un virage. Hein, c'est-à-dire qu'il le percute volontairement. Il est disqualifié, évidemment, il a un tour de pénalité, mais il s'en fiche, le gamin voulait juste se venger. Il faut savoir que chez les jeunes Siciliens, il y a des pilotes dont on va dire les parents, le père, hein, a parfois une fonction à Naples ou en Sicile, qui, on va dire, qui a été largement documentée par le cinéma américain de genre, hein, si vous voyez ce que je veux dire, je n'ai rien dit. Donc ce sont des gamins qui sont construits par cet univers où on leur dit il faut que tu sois viril, donc ce Marocain sorti de nulle part, t'as doublé, venge-toi. Et le mec le balance, hein, et j'assiste à la chose depuis un virage, et je vois le truc, je me dis mais il est fou ce mec, ce gamin est fou. Je vais à la sortie du circuit pour voir la réaction, parce que c'est bon pour mon livre ça, vous êtes d'accord, hein, mon réflexe de journaliste c'est qu'est-ce qui se passe, et je me dis Suleiman va se jeter dessus, hein. Pas du tout, et le mec il vient me voir, et je lui dis ouais, t'aurais pu te pousser ou un truc comme ça, et Suleiman dit non mais c'est pas grave, ça arrive, chacun peut faire une erreur. Et je me suis dit, mais waouh, quel contrôle sur ses nerfs, hein, incroyable. Hein. Et j'en parle avec lui juste après, je lui dis, mais il a fait exprès, comment tu peux tolérer ça? Il me dit, c'est pas de sa faute, il a été mal élevé par ses parents. Voilà, donc sacré petit bonhomme, hein, qui m'a souvent surpris. Alors, pour rebondir sur ça, on voit que dans le livre, il y a tout un chapitre qui est dédié à la famille et à la place que ça occupe dans la vie de Suleiman Zanfari. Que racontes-tu dans ce chapitre-là qui est dédié à la famille? Je m'adresse cette fois-ci aux mères. Hein. Madame Zanfari, elle a peur, hein, chaque week-end, hein, parce que voilà, parce que c'est le lot des mères des pilotes, hein, d'une certaine manière. Elle a appris à l'accepter, forcément, mais elle le soutient. La sœur de Suleiman fait aussi du pilotage. Hein. Elle a déjà conduit en F4, hein. Donc ça aussi c'est assez étonnant. C'est sa sœur d'1 an seulement, plus jeune que lui. Hein. Il y a ce soutien familial, c'est un projet familial. Son père l'accompagne sur toutes les compétitions depuis des années. Alors qu'il n'était pas du tout, alors lui, c'est pas du tout un fan de vitesse. Hein. J'ai fait Casablanca El Jadida dans sa voiture. J'en pouvais plus parce qu'il dépassait jamais les 100 à l'heure. Donc c'est pas un fantasme de son père qu'il a souvi Suleiman. Donc il y a cet univers très protecteur. Alors en faisant le bouquin, j'ai découvert un truc que je pensais pas du tout découvrir, c'est à quel point pour lui, qui vient de cette région d'El Jadida, il s'inscrit dans une espèce de continuité du lien de gens de cette région avec le cheval. Ça, je ne savais pas.
et j'ai découvert, c'était évident, donc c'est dans le livre aussi, cette espèce de indépendance, liberté que donne le fait de monter à cheval pour son grand-père, c'est quelque chose qui lui a été transmis culturellement, je ne vais pas dire génétiquement, ça serait ridicule, mais au moins culturellement, et quand on a 7 ans et qu'on est aux commandes d'un kart, et qu'on va où on veut, on vit la même chose que ses ancêtres quand même. Donc ça, c'est une chose étonnante aussi. À travers cet ouvrage, on raconte l'histoire de Souleymane Zanfari, mais aussi on raconte quelque part l'histoire du pilotage automobile à cet âge-là, du karting à la F4, de la F4 à la F3 régionale, et ainsi de suite. Quel est ce processus-là dans lequel tous ces enfants-là s'impliquent pour arriver un jour, ils l'espèrent tous, en F1? C'est assez classique. En l'occurrence, le sport automobile ressemble aux autres sports, c'est-à-dire qu'on monte en division. Donc la F4, c'est à partir de 15 ans. Voilà, et après la F4, il y a la F3, puis la F2, puis la F1, sachant qu'on est dans un goulot, donc que ça se rétrécit. L'autre, donc il y a des paliers à franchir, qu'il a tous franchi régulièrement. Il y a aussi des paliers de vie, puisque au-delà de la technique, c'est-à-dire l'accélération des moteurs, la puissance, le poids des voitures, c'est très important. Il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent en cours de route parce qu'ils en ont marre de cette vie itinérante, parce qu'ils s'intéressent aux filles, parce que ils ont envie de faire la fête avec leurs copains. Et il y a aussi une espèce de rétrécissement du peloton, puisqu'il y a de moins en moins de gamins, parce que c'est de plus en plus dur, et ça leur demande de plus en plus de passion. Leur passion doit rester pure à un âge où ils ont beaucoup d'autres sollicitations. Physiquement aussi, ça aussi c'est un truc qui m'a marqué, c'est à quel point aujourd'hui, quand vous êtes dans une monoplace, c'est physique. Je parle vraiment de physique. C'est-à-dire que si vous, moi, nous montons dans une monoplace, au premier virage, on ne freine pas. Enfin, peut-être le premier, mais le troisième non, parce que vous devez appuyer très 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 fort sur la pédale de frein pour passer de 230 à 90. Et ensuite, il va falloir je vais être un peu technique, mais en fin de pression qui se fait de la jambe gauche, va falloir être très fin dans l'effort, parce que le freinage, c'est 1 millimètre sur la pédale. Donc vous avez un effort très important de 30 kg en fait, sur la pédale de frein. Voilà. Et pendant ce temps-là, votre jambe droite, elle effleure la pédale d'accélération. Donc, vous voyez à quel point c'est dur de dissocier ces deux jambes avec un effort physique répété. Ça s'apprend. C'est une espèce de mémoire musculaire qu'on apprend. Il n'y a pas non plus de direction assistée sur les monoplaces, évidemment. Donc, une manche dure à peu près 30 à 40 minutes. Et le volant, il va pas tourner tout seul. Donc c'est en gros comme si vous aviez pendant une demi-heure un disque de 10 kg à bout de bras, comme ça. Et donc ça pèse sur les bras. Et je vous parle pas de la vitesse qui se prennent dans le cou, c'est-à-dire ce qu'on appelle les G, les pilotes de chasse vivent la même chose. Donc il y a une musculation du cou qui est constante. Voilà. Et donc le corps doit se transformer aussi. Et c'est aussi le corps qui va s'endurcir au fur et à mesure de ses progrès. Voilà. Et après, il y a des choses très techniques, c'est-à-dire que le transfert de poids, ce qui s'appelle le transfert de masse dans le monde de l'automobile, il faut le réapprendre, c'est-à-dire comment, c'est vraiment de la physique, multiplier la masse par la vitesse, et tout ça, ça doit se dompter, c'est le mot, se dompter. Alors, cet ouvrage n'est alors pas seulement une autobiographie ou une non, certainement pas. Certainement pas. Voilà, excuse-moi, Fabien. N'est pas seulement une présentation de la vie de Souleymane Zanfari et de sa passion pour le sport automobile, c'est aussi une découverte de ce qu'est ce sport. Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est
ton premier livre sur ce sport automobile. Tu en as écrit d'autres sur d'autres sports. Comment cette expérience d'écriture-là a façonné ou a influencé ta manière de voir le sport automobile et ta manière de voir des jeunes talents comme Souleymane Zanfari? Par rapport aux autres sports sur lesquels j'ai écrit, il y a une différence évidente qui est inhérente à la fascination que procure le sport automobile, c'est le danger. J'ai beaucoup de respect pour le tennis de table, qui est une discipline olympique, mais avoir un fils champion de tennis de table ou un fils champion de sport automobile, c'est quand même des choses qui n'ont rien à voir. Et quand on est dans cet univers-là, voilà, il y a eu, il a des gens qu'il connaît, Souleymane, qui sont morts sur la piste, hein, plusieurs, 2. On sait ce qu'on fait, on l'accepte, hein, c'est un accident grave, maintenant c'est très très renforcé, mais tous les 2 ans, il y a un accident grave, là c'est tombé sur quelqu'un que Souleymane connaissait, il l'a vécu très durement. Et pour répondre à ta question, tout de suite, ce danger, on le sent, il est présent. Ne serait-ce que, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le bruit. Le bruit, vous voyez, dès qu'on est sur un circuit, vous entendez ça, et les mots viennent tout seuls, parce qu'on est dans un truc qui est un peu mythologique, c'est-à-dire que il y a un côté plus grand que ça ne devrait. C'est pas normal d'aller si vite. C'est pas normal qu'il soit si jeune. Et j'ai écrit occasionnellement sur le tennis de table. On va pas avoir les mêmes mots qui montent ou qui descendent dans les doigts. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se produit. Hein. Et parfois. J'ai bien compris pourquoi le sport automobile fascine. Parce que c'est comme la boxe. Il y a 2 sports sur lesquels c'est très facile d'écrire. Hein. C'est la boxe et le sport automobile, parce qu'on est tout de suite dans des sentiments très costauds. Alors, ce que tu dis me fait penser qu'il y a quand même une préparation extraordinaire de ces jeunes pilotes-là avant de monter dans la monoplace. Quelles sont les étapes clés dans la formation de Souleymane Zanfari en tant que pilote et comment tu décris tout ça dans le livre? Alors, il y a toute une étape qui a été, c'est la constitution de son physique de champion. Il y a eu quelques photos qui sont dans le livre, qui sont des photos d'enfance, où on va dire il est un peu grassouillet, il mange beaucoup de pâtisseries marocaines très bonnes, mais vraiment très sucrées, et c'est absolument pas possible d'espérer faire carrière si on est en surpoids. Pourquoi? Parce que ça change le poids de votre voiture, qui va donc aller moins vite, ça aussi c'est de la physique, parce que votre cœur va s'accélérer, et que si votre cœur s'accélère, vous êtes moins lucide. Donc il y a eu toute une période qui a été très importante, qu'il a menée avec un spécialiste du sport automobile et de l'hygiène physique pour le sport automobile, où il a renoncé aux sucreries. Vous allez jamais le boire une goutte d'alcool, mais l'idée lui a jamais traversé l'esprit. Voilà, il mange extrêmement sainement. Donc il y a eu toute cette partie-là. Il fait aussi beaucoup de sport, un art martial qui s'appelle le Krav Maga, qui est un truc israélien, qui est vraiment, c'est pas pour taper sur les autres pilotes, hein, c'est pas du tout le genre de la maison, mais c'est vraiment pour s'endurcir, travailler ses réflexes. Donc tout ça c'est très important. Et il y a une part qui m'a aussi surpris dans la préparation, hein, pour répondre à ta question, c'est la mentalisation, je ne sais pas si le mot existe, hein, des circuits. C'est-à-dire que vous devez, quand vous êtes un pilote international, connaître chaque virage de chaque circuit de la saison. Parce que vous avez des repères visuels qui vous disent que si vous voulez ne pas faire un tout droit au prochain virage, hein, il faut entamer votre pression sur les freins avec un repère visuel qui va être un sapin, une borne incendie, un truc qui va passer très 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 vite parce que vous êtes à plus de 200 à l'heure, et il mémorise tout ça, et c'est absolument capital.
Donc, d'autres souvenirs assez rigolos qui me viennent. Quand il est jeune, il est en train d'apprendre par cœur les circuits, ceux de karting, maintenant c'est ceux de monoplace. Et je lui dis, par exemple, alors Souleymane, toi qui as vécu, enfin qui a couru dans 15 ou 20 pays en Europe, quel est ton pays préféré? Et il me répond, c'est l'Italie. Je dis, ok, d'accord, pourquoi? Il me dit, parce que le virage 3 à Monza, je voulais que tu me parles des spaghettis bolognaises, enfin. Et pour lui, il associait tout, voilà. Donc son circuit de karting préféré, c'est Kristianstad en Suède, parce qu'il y a des débats, mais que ça lui donne des sensations incroyables. Son circuit de monoplace préféré, c'est Barcelone. Et j'ai fait des repérages avec lui, ça je le raconte dans le livre, où on a fait le circuit à pied. Donc ça fait 4 km et demi, le circuit de Catalogne. Et on est partis tous les deux, les mains dans les poches pour moi, et lui avec une espèce de carte dessinée par son coach. Et on repère, il le connaît par cœur, mais il se remémore avant tous les pilotes le font, ça fait vraiment partie de leur rituel. Et il se recrée voilà, ce qui va être en vision périphérique à 240 à l'heure pour l'intégrer. Et si vous le dites à Souleymane, ce serait vraiment bien qu'il soit là, le Hungaroring, où est-ce que tu doubles? Et il te dit, par l'intérieur, au virage 4, il y a un espace si le mec sort trop large de la chicane précédente. Vous voyez, c'est évident, c'est des choses comme ça. Et le message qui est intéressant quand on lit le livre, je pense si on est jeune, c'est être bon en course automobile, c'est pas appuyer sur la pédale de droite. Ça n'a rien à voir. C'est pas être audacieux. Non, c'est avoir le bon réflexe, ne pas s'enflammer, travailler sa vision périphérique. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il travaille sa vision périphérique dans un laboratoire spécialisé à Lyon, en France, pour apprendre à voir sans voir, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité à sa vitesse de jeter l'œil à droite pour voir ce qui se passe, donc il doit accepter que ce qui est là, il va pas le regarder, mais il va savoir ce qui se passe quand même, et ça se travaille. Donc ce sont des choses très invisibles, et ça m'a passionné de découvrir tout ça en même temps que lui-même progressait. Fabien, comment penses-tu que l'histoire de Souleymane peut inspirer les jeunes de son âge? Et que peuvent-ils apprendre de lui? Ah, ça c'est une chouette question. D'abord, apprendre que la vitesse c'est le contrôle. Donc, comme dans tous les pays du monde, il y a des jeunes qui font des bêtises au Maroc, je n'en doute absolument pas. Et ce garçon qui vit une vie tellement privilégiée, c'est quelqu'un qui n'est pas un foufou. C'est quelqu'un qui sait quelle est la limite. Parce que, évidemment, le karting, ça sert à quoi? Ça sert à se tromper, à retarder tellement son freinage que vous ne pouvez pas prendre le virage. Et une fois que vous l'avez vécu 59 fois sur les pistes de karting, vous savez que ça sert à rien de jouer plus audacieux. Donc, il y a cette espèce de discipline dans l'excellence qui va contre les idées reçues. Donc ça, c'est vachement bien. C'est quelqu'un qui a surmonté des épreuves, Souleymane. Là aussi, je crois qu'il faut en parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4 ans, il y a un virus venu de Chine qui a mis à mal le monde du sport. À une époque où pour tous les sportifs, de quelle que soit leur discipline, ils étaient tous en formation. Et quand vous avez 15 ans, et que le sport s'arrête, normalement, de vos 15 à vos 17 ans, vous progressez comme un malade. Vous apprenez des choses, votre corps se transforme. Et pour tous les sportifs du monde entier de cet âge-là, de 15 à 17 ans, ils n'ont pu que régresser. Et ça a été terrible, terrible à vivre pour eux. Donc il a vécu des bouts de saison au gré des réglementations qui n'étaient même pas unifiées, donc en Europe, c'est-à-dire que la France autorisait, mais l'Espagne fermait, mais l'Italie rouvrait, enfin, etc. C'était incompréhensible. Il ne pouvait plus rentrer au Maroc parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir repartir. Donc il a vécu en 2020 4 mois sans pouvoir revenir au Maroc, auprès de sa mère et de sa sœur. Il était juste avec son père, vivre dans des hôtels, sans pouvoir sortir en ville, dans les centres-villes.
Hein, ils étaient enfermés dans une Europe à l'arrêt. Et c'était des hôtels sinistres. Enfin, je veux dire, tout le monde avait le masque, etc. Il a vécu ça de manière dure. Hein. Il n'ose pas vraiment le dire, mais je sais qu'il en a souffert. À nouveau 6 mois en 2021, sans aucune perspective, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir de son sport. On ne sait pas, rappelez-vous, à l'époque, hein, c'est pas évident. Hein, donc ça, c'est une première épreuve d'avoir ce truc. Hein, moi, j'avais 4 ans de moins, entre mes 50 et mes 52 ans, je me disais pas, ouais, il va se passer des trucs géniaux dans ma vie. Bah non, j'ai fait comme vous, on a attendu que ça se passe. Mais quand vous avez 15 ans, c'est pas la même chose. Hein, et vous avez toute votre énergie qui est focalisée là-dessus depuis le début. Et la deuxième chose, il a eu un gros souci physique, je ne dirais pas quoi, parce que c'est du secret médical évidemment, mais qu'il a tenu hospitalisé fin 2022. Et là aussi, il a fallu qu'il le surmonte. Toute sa fin de saison, alors qu'elle était bien partie, il n'a pas pu la disputer, et il a dû se reconstruire un physique, ce qu'il a fait début 2023, et il est revenu 2023. Donc il y a ce côté résilient, hein, résistant même peut-être, c'est encore plus fort je crois, qui est important. Après, pour les jeunes marocains, bah, on est tous d'accord que le Maroc et la voiture, c'est pas rien. Enfin, c'est un grand pays producteur. Le Maroc a besoin, je pense, de quelqu'un qui incarne le rapport du Maroc à la voiture. Dans tout le monde africain, d'Afrique du Nord a fortiori, il n'y a pas grand monde à part lui. Hein. Donc, je pense qu'il peut incarner une espèce de fierté marocaine, que je comprends très très bien, puisque moi, quand j'étais gamin, je suis français, mon idole c'était Alain Prost, hein, et chaque week-end, quand... alors, j'étais pour Prost contre Senna, excusez-moi, je sais que tout le monde aimait Senna, mais moi je préférais Prost, hein, mais chaque week-end, on suivait les courses d'Alain Prost, de Renault, et on était fiers, hein, parce qu'avant Alain Prost, les victoires françaises en Formule 1, il y a eu Jacques Lafitte, mais c'est tout, il y en a très peu. Donc il peut incarner cette espèce de Maroc moderne qui n'a pas peur de se frotter aux autres grandes nations. Une dernière question avant de donner la parole au public, s'il y a des questions. Quel message souhaites-tu transmettre aux lecteurs qui vont acheter ce beau livre? Qu'est-ce qu'ils vont trouver dedans? Quelle est cette passion que toi et Souleymane avez mise dedans, qui va se diffuser à travers le monde? Alors, le livre n'est pas construit de manière classique. On s'est pas dit avec l'éditrice Patricia Lefebvre qu'on allait faire une biographie de quelqu'un qui a 16 ans en commençant par son enfance, sa maternelle, son primaire. Ça n'aurait pas de sens de scénariser d'une certaine manière tout ça. Donc le livre est construit sur des chapitres thématiques qui sont comme des scènes. Et j'ai essayé avec ma plume de permettre au lecteur d'assister à des scènes, voilà, étonnantes que j'ai vécues avec lui. Donc c'est une espèce de voyage dans une espèce de monde fantasmique que j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur, avec à la fois ce lien à l'enfance qui est si fort dans la voilà, c'est quand même des gamins dont il est question, des gamins qui vont trop vite mais qui y parviennent, et le livre essaie de pas avoir trop de généralité mais vraiment de raconter une discussion entre Souleymane et un type incroyable qui était son mécanicien en karting, qui a vécu une autre vie bien plus dure, qui n'a jamais eu assez de financement pour être lui-même pilote, et qui vit sa vie par procuration, toujours avec un tournevis, etc. Donc c'est des petites choses comme ça qui nous font voyager et qui nous font découvrir, j'espère, un monde assez étrange quand même, celui de ces voitures qui font qu'on voit tout le temps à la télé, mais en fait c'est vraiment, moi qui connais aussi très bien l'univers du cinéma, on a essayé de faire des gros plans, des gros plans sur des moments clés, et
je pense que c'est assez chouette à lire parce que c'est assez dépaysant. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation de l'ouvrage. L'ouvrage est en vente par la librairie Porte d'Enfa. Donc, si vous voulez vous l'offrir ou le prendre en cadeau pour quelqu'un qui vous est cher, il est disponible. Merci beaucoup. Au revoir. Il est disponible en français et en anglais. Voilà.